Et dans Allô Bruxelles ce soir, ou devrais-je dire plutôt Allô Strasbourg, c'est l'eurodéputée socialiste Isabelle Thomas qui est en ligne avec moi. Bonjour Isabelle Thomas. Bonjour, Radio Nantes. On va revenir ensemble un petit peu sur deux actualités. La première, durant cette session plénière, vous avez défendu un rapport d'initiative. Comment rendre homogènes les contrôles de pêche en Europe ? Comment ça veut dire que tout le monde ne réagissait pas sur les mêmes règles ? Il y avait besoin, oui, en tout cas, il y a besoin de beaucoup plus de contrôle sur tout ce qui touche à la pêche aujourd'hui entre les États membres ? Oui, vous savez, dans mes nombreux déplacements sur les ports européens, j'ai constaté que partout où j'allais, la même rumeur circule, à savoir celle qui consiste à dire que les contrôles de pêche sont moins sévères dans le pays d'à côté et qu'ils sont plus sévères là où on se trouve. Donc ça, c'est une opinion qui était diffusée partout par les pêcheurs, et même s'il ne faut pas tenir compte des rumeurs, comme chacun sait, j'ai voulu un peu enquêter et voir ce qu'il en était sur l'application du contrôle, enfin du règlement contrôle des pêches. C'est un règlement qui, normalement, s'applique à tous, donc à tous les pays européens de la même manière. Or, l'enquête a été assez terrible puisque j'ai pu constater, et tout ça est dans mon rapport, qu'effectivement, le règlement contrôle ne s'applique pas de la même manière partout, pour plein de raisons. D'abord parce que les référentiels de contrôle ne sont pas homogénéisés, donc chaque pays a son référentiel de contrôle, chaque pays a ses instruments de contrôle, ne serait-ce que par exemple pour mesurer la taille d'une maille de filet, on n'utilise pas les mêmes instruments technologiques, on n'a pas non plus la même formation pour les contrôleurs, chaque pays a sa méthode et a son corps ou ses corps de contrôle des pêches, et puis pire encore si je puis dire, au sein du règlement contrôle des pêches, eh bien, il y a énormément de conditionnels. Par exemple, on dit les États membres peuvent, les États membres pourraient, les États membres ont la possibilité de, sur toute une série de règles, si bien que certains pays appliquent ce qu'on appelle la règle d'or, c'est-à-dire l'exigence maximum sur la règle, et d'autres pays l'exigence minimum, si bien que finalement, eh bien, on se retrouve avec une situation du contrôle des pêches qui est différenciée par pays. Autre exemple, les sanctions. Il y a des pays où les sanctions sont pénales, d'autres où les sanctions sont administratives, et donc là aussi, finalement, les pêcheurs ne sont pas tous traités de la même manière. Et c'est très grave parce que cette iniquité, ce sentiment d'injustice de la part des pêcheurs, conduit bien sûr à une moins bonne application des règles de la politique commune des pêches. Or, nous avons besoin d'une application des règles de la politique commune des pêches forte, efficace et bien sûr identique partout. Donc c'est un problème qu'il va nous falloir résoudre, d'autant que, et c'était le sens de ce rapport d'initiative, parce qu'un rapport d'initiative ce n'est pas la règle, ce n'est pas la loi, mais nous savons qu'au bout de 6 ans d'application du règlement contrôle, il y aura une révision dans les prochains mois, prochaines années, et donc à travers ce rapport, nous donnons la position du Parlement pour une meilleure harmonisation, pour que justement ce sentiment d'injustice et d'iniquité disparaisse et qu'effectivement nous ayons partout la même application du contrôle des pêches. Voilà, et puis il y a aussi la question de l'agence du contrôle des pêches qui est située à Vigo et qui justement ce devrait être son rôle principal, harmonisé par un référentiel commun, par une formation commune des contrôleurs, par des contrôles collaboratifs entre les différents pays, pourrait participer de l'harmonisation, mais elle n'a aujourd'hui pas les moyens suffisants pour faire bien son travail. Du coup, question très bête, mais à quoi elle sert ? Parce que par exemple, dans l'affaire du Dieselgate, on est tombés tous sur le fait qu'il n'y ait pas une agence commune en Europe avait servi, entre guillemets, un petit peu à ce brouillard, si on peut le dire ainsi. Là, typiquement, l'agence, elle est présente, l'AECP. Donc, on ne lui a pas donné assez de pouvoir. Il aurait fallu pousser un petit peu plus sa montée en puissance pour qu'elle puisse correctement accompagner le marché.
Oui, clairement. Par exemple, elle ne choisit pas les pêcheries qui vont être contrôlées de manière collaborative. C'est le conseil et la commission qui décident. Donc, elle peut penser, ou les scientifiques peuvent penser que telle ou telle espèce et donc telle ou telle pêcherie devrait être prioritaire dans les contrôles, mais ce n'est pas l'agence qui a la main. De la même manière, elle n'a pas suffisamment les moyens pour mettre en œuvre cette harmonisation et pour mettre, par exemple, en application ce fameux référentiel dont je parlais tout à l'heure, qui pourrait être commun à toute l'Union européenne. Et puis il y a plein d'autres questions, par exemple, les données ne sont pas partagées entre les pays, les données ne sont pas récupérées avec les mêmes référentiels, donc elles ne sont pas compatibles entre elles, etc. Enfin bref, il y a vraiment un balayage général à refaire. Oui, du coup, quand je vous écoute, c'était presque urgent de faire ça, alors que dans quelques mois, on va tomber sur la révision du règlement du contrôle des pêches. Comment, Isabelle Thomas, l'Europe a pu autant tarder à mettre le point sur des choses qui, justement, d'un point de vue européen, l'Europe, d'une manière générale, tente toujours d'harmoniser et de mettre en place les mêmes outils. Comment, en 2016, on peut toujours être là avec ce que vous pointez du doigt, autant de différences? J'aimerais bien avoir toutes les réponses à vos questions et surtout avoir des perspectives optimistes. Mais bon, l'histoire de l'Union européenne, c'est l'histoire d'une intégration lente, parfois trop lente. Là, on le voit bien. Nous avons une des politiques, la politique de la pêche, qui est une des politiques les plus intégrées, donc qui devrait être la mieux harmonisée. Et malheureusement, comme je le disais, est-ce que ce sont les résistances des États membres? Est-ce que c'est le manque de moyens? Je crois que c'est un peu tout ça qui fait que on a perdu du temps et malheureusement, ce sont à la fois les pêcheurs et à la fois la politique commune des pêches qui en pâtissent. Oui, parce que ce qui est désastreux, c'est que les pêcheurs, très souvent, sont extrêmement critiques, justement, envers l'Union européenne et les quotas qui leur sont imposés. C'est quand même dommage, effectivement, d'en arriver là. Pour le coup, ça va me permettre de faire un petit peu la transition sur notre deuxième sujet. Plus de finances, ça aurait pu permettre éventuellement de pousser un petit peu plus loin et notamment de filer le petit coup de pouce qui peut manquer à l'agence de contrôle. Absolument, c'est le grand débat, à mon avis, de la période, le débat budgétaire, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'harmonisation et d'intégration sans moyens adéquats. Or, vous le savez, le budget de l'Union européenne est un tout petit budget. Il représente à peu près 1% du revenu intérieur brut, donc il est vraiment minuscule. Hein, si on prend l'exemple de l'État fédéré des États-Unis, la fédération des États-Unis, nous sommes à 20% du revenu intérieur brut, donc les proportions pour une situation à peu près comparable, une population à peu près comparable, on voit bien que ça fait pas tout à fait sens. Donc on a un tout petit budget, on a en plus de plus en plus de politiques qui sont considérées comme prioritaires et surtout ces dernières années, nous avons été percutés par toute une série de crises, de nouvelles priorités. Déjà, la période qui a suivi la crise a exigé des efforts d'investissement de la part de l'Union européenne pour essayer de sortir de la crise du sous-investissement. On a un déficit de 600 milliards d'investissements dans l'Union européenne depuis plusieurs années. On a un chômage des jeunes des moins de 25 ans qui atteint des sommets. 25% des jeunes de moins de 25 ans sont au chômage et on avait mis des programmes en place pour essayer d'y pallier. Et on a d'ailleurs, dans les premières années du programme, réussi à faire des choses, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus les budgets qui vont avec. On a des politiques de recherche, par exemple, qui ont dû être coupées pour prendre sur la recherche et permettre de créer un fonds d'investissement, plus connu sous le nom de plan Juncker ou de fonds structurels d'investissement européen. Donc, on a eu, et puis bien sûr la crise des migrants, et puis après les attentats, des exigences de sécurité demandées par les Européens, et puis des exigences liées aussi aux frontières à l'extérieur de l'Union pour
essayer de sauver Schengen. Donc, de plus en plus de politiques nécessaires à l'intégration et nécessaires à l'efficacité des priorités politiques annoncées par les institutions européennes. Et face à ces nouvelles priorités, aucun moyen nouveau. Donc, nous sommes en train de traverser une crise budgétaire probablement sans précédent, puisque lors de l'année 2015, nous avons utilisé toutes les marges budgétaires, toutes les flexibilités, comme on dit en jargon budgétaire, qui existaient pour essayer de répondre à ces crises et à ces priorités. Et là, à un moment donné, nous arrivons à la quadrature du cercle, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus faire face aux priorités et aux engagements qui ont été énoncés par pas seulement l'Union européenne, mais les gouvernements, par exemple, dans les sommets. Hein, vous avez pu remarquer que à la sortie de chaque sommet, il y a une magnifique conférence de presse où on annonce des grandes nouveautés. Alors, on va s'occuper des frontières extérieures, on va s'occuper de la sécurité, on va s'occuper de la défense, on va s'occuper des migrants, on va s'occuper des jeunes chômeurs, etc., etc. Sauf qu'en face de ces annonces, eh bien, il n'y a pas l'ombre d'un euro supplémentaire. Et donc, à un moment donné, le Parlement dit au Conseil, écoutez, il faut être à la fois responsable, à la fois cohérent et à la fois respecter à minima la démocratie et donc les citoyens. Nous ne pouvons pas continuer avec un budget qui ne répond pas aux annonces faites. Et donc, nous avons décidé à la fois de demander une révision du cadre financier pluriannuel qui avait été voté en 2013 pour la période 2014-2020, parce que le budget de l'Union, il n'est pas sur... Enfin, il y a un budget annuel, mais oui, c'est un ensemble. Les perspectives financières, voilà, elles sont sur 7 ans. Elles allaient là de 2014 à 2020. Le Parlement avait prévu que le cadre voté en 2013 était sous-dimensionné et donc nous avions prévu heureusement une clause de révision, c'était l'article 2 du cadre financier pluriannuel, et nous avons donc demandé l'activation de cette clause de révision. Nous avons élaboré un rapport qui a été voté en juillet dernier, qui a essayé de prendre en compte l'ensemble de ces priorités, l'ensemble de ces demandes et de ces annonces, et de mettre les moyens budgétaires juste en face. J'ai oublié la COP 21 dans la longue liste que je vous ai donnée. Donc nous avons mis toutes ces nouvelles priorités, nous avons essayé de les budgéter, et nous avons pris à partie le Conseil en disant il faut maintenant procéder à une révision. La Commission européenne nous a suivis, puisque elle a présenté, c'était sa compétence, puisque c'est elle qui a le pouvoir d'initiative. Elle a présenté en septembre dernier un projet de révision, donc qui est désormais un projet législatif, alternative au cadre financier actuel. Et nous avons donc examiné cette proposition de la Commission. Nous avons voté ce matin une résolution qui est une sorte de mandat de négociation pour le Parlement avec le Conseil. Et pour l'instant, le Parlement est prêt. La Commission est prête, mais le Conseil n'a ni mandat de négociation, ni même de proposition de discussion. Donc, nous les avons rencontrés de manière officielle la semaine dernière lors de la première rencontre de la procédure de conciliation budgétaire. Ils nous ont dit qu'ils n'avaient pas de mandat pour négocier la révision. Nous les avons aussi rencontrés de manière informelle. Ils disent qu'ils essayent d'eux, mais pour l'instant, tout le monde est prêt sauf le Conseil. En 2013, quand tout ça a été décidé, est-ce que l'Union européenne, dans son ensemble, en tout cas les institutions, n'ont pas fait preuve d'une certaine cécité devant la réalité? Parce que le budget qui a été voté, disons-le tout net, il ne devait pas y avoir le moindre écart de conduite pour que ça puisse tenir. Et là, vous l'avez dit, les écarts de conduite, de notre fait ou pas, ils ont été nombreux. Vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, les États membres sont prêts à revoir la chose un petit peu à la hausse face à l'actualité qui arrive? Ils ne vont pas avoir le choix, ou est-ce que ça va encore une fois faire l'objet d'une bataille assez âpre? D'abord, je voulais vous approuver quand vous parliez de cécité. Moi, personnellement, en 2013, je n'avais pas voté le nouveau cadre financier pluriannuel. Je considérais qu'il était sous-dimensionné. Je considérais qu'il n'était pas responsable. Et je vais vous donner un exemple. L'une des rubriques qui avait été
la plus diminuée, c'était la rubrique, les deux rubriques d'ailleurs, les rubriques 3 et rubrique 4, sur lesquelles aujourd'hui nous avons besoin de moyens pour l'accueil des migrants par exemple, mais aussi pour le contrôle aux frontières, mais aussi pour la sécurité. Et donc non seulement il était insuffisant en 2013 comme je le disais, mais en plus nous avons été percutés par des crises. Donc quand vous me posez la question de savoir si les États membres sont prêts à relever les plafonds, augmenter les flexibilités comme le propose la Commission et relever les plafonds comme le propose aussi le Parlement, j'ai envie de vous dire quel autre choix ? Quel autre choix, si on veut être responsable, que de mettre en face des annonces les moyens qui doivent les accompagner. Sinon, c'est une forme de, comme je le disais l'autre jour, de scénario du type Dr. Jekyll et Mr. Hyde. D'une main, on fait des grandes annonces pour rassurer les citoyens et de l'autre, on ne donne pas les moyens pour que ces annonces soient mises en œuvre. Ce n'est pas possible. Il faut être responsable. Ça fait partie, à mon sens, de l'enjeu de crédibilité, de sérieux de l'Union européenne. Et de ce point de vue, je crois que le Parlement est au rendez-vous. Le dernier point, Isabelle Thomas, que je souhaitais évoquer avec vous, c'est ce manque à gagner pour l'Union européenne d'une certaine façon. Le Brexit est en train de faire ses premiers dommages. La dévaluation de la livre fait qu'aujourd'hui, l'Europe a un trou d'1,8 milliard dans son budget. C'est 1,8 milliard. On imagine mal Madame May les donner à l'Union européenne. Comment est-ce qu'on va faire pour arriver à retrouver cet argent qui se promène dans la nature ? Effectivement, ça contribue encore, c'est un élément de plus, si je puis dire, à la crise budgétaire. Il se trouve que ce n'est même pas le Brexit, c'est seulement le référendum du 23 juin dernier qui, avec la perspective de Brexit et de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a contribué à la dégringolade permettez-moi d'utiliser une expression un peu familière, mais je ne trouve pas d'autres termes pour parler de la chute de la livre sterling ces derniers mois. Et cette dégringolade de la livre sterling, comme la contribution du Royaume-Uni est calculée sur la base de la livre et non pas sur la base de l'euro, eh bien, nous avons une contribution du Royaume-Uni qui va contribuer à creuser encore les problèmes budgétaires de l'Union européenne. 1,8 milliard par an, c'est énorme. Et pour l'instant, il n'y a possiblement évidemment pas de solution au rendez-vous. Donc, je ne sais pas non plus là comment les choses vont se dérouler. Il est effectivement tout à fait improbable que Madame May généreusement nous dise non mais tout à coup on va aligner la contribution du Royaume-Uni sur l'euro. C'est fort improbable. Donc, encore une fois, il va falloir trouver les moyens. Pour ma part, je pense que et ça fera partie des discussions avec le Conseil parce que le Parlement ne veut pas se contenter simplement de demander de la contribution des États membres au budget de l'Union européenne. Je crois que ce n'est pas la solution. Et bien au contraire, si nous en sommes à cette dichotomie entre les annonces et les moyens, c'est parce que plus de 80%, presque 90% des ressources de l'Union européenne proviennent des États membres et ne proviennent plus des ressources propres. Les fondateurs de l'Union avaient toujours dit et écrit que le budget de l'Union ne devait pas se construire sur la base des contributions des États membres, mais devait en être au contraire protégé et se construire sur la base de ressources propres. Ça a été le cas pendant des années. Jusque dans les années 90, la part des ressources propres était supérieure aux contributions des États membres. Et donc, on se retrouve forcément, c'est même pas de la faute des États membres, c'est structurel. Quand les États membres viennent négocier le budget de l'Union européenne, s'ils acceptent de mettre plus dans le budget de l'Union, en contrepartie, c'est qu'ils acceptent de perdre dans le budget national. Donc, forcément, ils sont dans une situation schizophrénique, pardonnez-moi l'expression, qui ne peut pas aboutir à de bons résultats. Donc il faut absolument en revenir à une structure des ressources du budget de l'Union
qui soit basé sur des ressources propres. Pour cela, nous avons plein de propositions à faire si les États membres nous sollicitent. Nous travaillons sur une taxe sur les multinationales qui ne toucherait pas pardonnez-moi, je perds un peu mes mots, qui ne toucherait pas les citoyens européens, mais les firmes multinationales. Nous avons bien sûr la taxation sur les transactions financières qui n'en finit pas d'être reportée et qui, elle aussi, aurait non seulement la vertu d'améliorer et d'assainir les transactions financières, mais aurait aussi la vertu de participer au renflouement du budget de l'Union européenne. Et puis, nous pourrions aussi, maintenant que le Royaume-Uni a voté pour sa sortie, la possibilité de revenir sur les rabais, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais dans les négociations budgétaires des États membres, il y a aujourd'hui 52 rabais, donc presque 2 rabais par État membre qui viennent encore ajouter du manque à gagner budgétaire pour le budget de l'Union européenne. Donc c'est le moment, me semble-t-il, de mettre tout ça sur la table, de regarder les choses avec responsabilité, transparence démocratique, cohérence, et envisager avec ambition, mais aussi cohésion, la suite, le prochain cadre financier pluriannuel pour que jamais plus nous nous retrouvions dans cette situation totalement insupportable et insoutenable. Merci beaucoup Isabelle Thomas d'avoir pris le temps de nous renseigner, nous éclairer ce soir, même si c'est pas très optimiste. Merci. Non, c'est optimiste. Moi, je pense que nous avons devant nous une belle bataille budgétaire. Vous savez, le budget a cette force que il ne peut pas mentir sur les politiques conduites. Quand il n'y a pas d'argent, c'est qu'il n'y a pas les politiques derrière. On va s'achever sur cette note-là. Merci beaucoup Isabelle Thomas. Merci.